Éco Hebdo sur ODD TV, aujourd'hui autour de la COP 27, Mathieu Boussicha, qui est docteur en économie, pour la faire dit, est à Sharm el-Sheikh, en Égypte, au cœur même de ce grand rendez-vous pour parler climatologie, mais surtout avenir de la planète à travers justement l'environnement. Mathieu Boussicha, merci d'être avec nous. Est-ce que c'est de cette manière que l'on se rend à la COP, c'est-à-dire pour essayer de comprendre les contours immédiats, mais aussi futurs de la planète, en fait, en termes à la fois d'économie et d'environnement? Mais si vous voulez, la COP, c'est un rendez-vous régulier qui, je pense, est très important parce que ça place le climat sur l'agenda politique international de façon régulière et de façon soutenue. Euh, Maintenant, évidemment, il faut distinguer à la COP les différentes forats. Il y a les, les politiques, enfin les négociateurs, la diplomatie internationale, qui est fondamentale, qui se réunit ici une fois, qui se réunit une fois par an à la COP 27. Cette année, c'est en Égypte, et ça change tous les ans. Mais les discussions sur le climat, évidemment, sont permanentes. Mais ça permet de faire un état des lieux, ça permet. Et puis vous avez à côté la partie publique qui réunit la société civile, qui réunit des chercheurs comme moi, mais nous sommes très très peu finalement, qui réunit aussi des lobbies et aussi des défenseurs de telle ou telle idéologie, etc. Mais comment Et travaillez-vous tous là, ensemble? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous avez la possibilité vraiment de vous interrompre les uns les autres, d'échanger, de confronter des idées qui parfois peut-être avoir des discours ou des échanges un petit peu virils? Comment concrètement on entre dans une logique de prise de parole dans un sommet international planétaire comme la COP? alors, ce que je dis, c'est que entre les deux enceintes, qui sont l'une publique et l'autre plus politique ou diplomatique, il y a une porosité évidente. Simplement, la partie publique, dans laquelle moi j'interviens plus, euh, elle mélange énormément de gens. Parce que c'est comme un salon commercial, hein, finalement, où vous avez tout un tas de stands, vous en avez des centaines et des centaines et des centaines. Et donc, sur chaque stand, il y a des débats d'idées, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire, il y a 40 000 personnes, a priori, d'après les organisateurs qui vont passer à Sharm el-Sheikh. Il est évident que tout le monde ne va pas se rencontrer, tout le monde ne va pas discuter. Et je ne suis pas sûr que toutes les idées se mélangent. Mais par ailleurs, il y a quand même sur chacun des stands ou il y a des discussions, des débats qui sont organisés et c'est très intéressant. Ça permet de croiser. Ça fait 3 ans que on ne fait quasiment plus de rencontres physiques pour des raisons évidentes sanitaires. Et je crois que on s'aperçoit depuis 3 ans l'intérêt fondamental quand même que les gens de différents horizons puissent se rencontrer. Donc la COP 27 a cette vertu-là. Maintenant, il ne faut pas non plus en attendre un débat citoyen qui débouche sur des solutions extraordinaires, etc., etc. Ce sont des tout petits pas qui sont faits, mais il y a quand même cette volonté de débat, de discuter et de faire rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés à travers des ordinateurs ou à travers des médias. Merci en tout cas Mathieu Boussicha d'être notre invité sur ODD TV. Je dis à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous êtes justement donc à Sharm el-Sheikh. Le décor derrière vous n'en atteste pas, mais vous êtes dans votre hôtel à Sharm el-Sheikh en Égypte avant de vous rendre sur une des nouvelles sessions de travail, puisque vous êtes vous-même docteur en économie. Alors, précisément, il y a deux enjeux importants dont je voudrais parler, le lien entre finance et climatologie, et puis les enjeux de cette COP 27, peut-être un petit peu plus pour le continent africain. On commence par ce qui est votre savoir, vos compétences directes, c'est-à-dire le lien entre la finance et l'écologie. On parle aussi de green finance. Comment la COP 27 peut-elle soit freiner cette green finance, soit plus exactement l'améliorer
et la rendre un petit peu plus vertueuse? Alors, évidemment, la question du financement, c'est la question fondamentale qui est débattue ici, notamment par les diplomaties du monde entier. Faut distinguer dans le problème du climat, enfin, et de son financement, deux choses. Ce que l'on va financer pour atténuer les émissions, diminuer les émissions de CO2, c'est le grand sujet depuis des années, avec l'augmentation des températures, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait? Comment chaque pays fait pour réduire ses émissions? Sachant qu'il y en a qui se sont beaucoup développés et donc qui ont beaucoup accumulé de CO, fait accumuler de CO2 dans l'atmosphère, et puis d'autres qui sont pas beaucoup développés, qui ont besoin de se développer. Et pour cela, malheureusement, ils sont un petit peu coincés parce qu'ils vont être obligés de polluer un petit peu plus pour s'en sortir. Et puis ça, c'est les problèmes d'atténuation. Et puis à côté de ça, vous avez le problème de l'adaptation. C'est-à-dire que le changement climatique provoque des conséquences négatives. Ça se voit maintenant. L'été dernier nous l'a encore confirmé. Et puis le GIEC le prévient ça depuis très longtemps. On voit des conséquences dramatiques, notamment pour l'Afrique, mais pas que. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et donc les deux types de financement sont un petit peu différents. Alors, votre question, elle porte sur le financement global. Il y a des engagements. Comment on fait? D'abord, il faut s'engager sur des montants. Et ça, c'est déjà une première grande difficulté. Et en plus, les échelles de valeur sont différentes d'un pays à un autre. Et quand nous, Européens, on annonce, par exemple, 10 millions ou 1 milliard d'euros, ça n'a pas du tout la même portée en Afrique et inversement. Tout à fait. Il est attendu, si vous voulez, le gros du sujet à cette COP27, elle va plutôt porter sur le financement de l'adaptation. Pour l'atténuation, c'est un sujet majeur, évidemment, mais il ne faut pas attendre de la COP27 beaucoup d'avancées. Tout le monde dit que c'est une COP de transition. On va essayer déjà comment dire, de consolider les engagements qui ont été pris, et c'est très compliqué parce qu'il y a un contexte international qui vient complètement percuter cela. La Chine et les États-Unis ne s'entendent plus comme ils s'entendaient il y a 2 ans sur le climat, etc. Mais par contre, sur l'adaptation, évidemment, la question se pose, et le financement n'est pas du tout les ordres de grandeur que vous parlez, 1 milliard d'euros, c'est pas du tout la même chose, évidemment, pour un pays africain que pour la France. Le financement, le gros du sujet qui est discuté à Sharm el-Sheikh, et là où il peut y avoir des réelles avancées, c'est sur l'enveloppe que les pays riches vont pouvoir mettre sur la table pour compenser les pertes subies par les pays pauvres du fait du changement climatique. Et ça, c'est voilà. Et évidemment, après, on peut discuter de savoir comment cet argent, qui n'est pas encore sur la table, en tout cas, le montant n'est pas encore défini, comment ce montant peut être réparti. Ça, c'est ce que l'on fait à la FERDI. On travaille avec les Nations Unies, avec tout un tas de pays sur cette question-là, donc on pourra en discuter bien volontiers. Mais la première question, c'est quel est le montant à répartir? Et là, vous avez Et le est-ce que rapport. précisément, un chef d'État comme le président Macron, Emmanuel Macron, quand il prend la parole, ce qu'il a fait le jour de l'ouverture même de la COP, et on l'a senti très désireux d'aller dans cet engagement de l'aide au pays pour une adaptation climatologique, ou en tout cas environnementale. Est-ce que les discours sont suivis de faits? Et est-ce que quand le président français regagne son siège au premier rang, ses autres collègues et chefs d'État ou de gouvernement ne lui disent pas tu es allé un petit peu trop loin, nous ne voulons pas aller aussi loin? Alors, évidemment, c'est une négociation financière. Donc, ceux qui sont appelés à mettre de l'argent sur la table ne vont pas comme ça signer des chèques en blanc. Et ceux qui ont besoin de l'argent vont vouloir avoir les montants les plus élevés possibles. Alors, il y a deux façons de voir les choses. D'abord, il y a la façon très théorique, on va dire. C'est l'objet des rapports très récents avec des économistes et des gens très connus qui ont sorti des chiffres. Alors, on parle de 2000 milliards de dollars par an pour les pays en développement en termes de besoins, dont le plus de la moitié viendrait des pays riches. Et ça, c'est la théorie. En réalité, ça ne se passera pas comme ça parce que c'est impossible. On ne peut pas s'attendre à ce que les pays riches mettent autant d'argent. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'il faut. Ça semble très, très compliqué.
Donc, il y a une négociation. Combien on met sur la table? Le président Macron a fait des annonces, mais il ne peut pas dire l'inverse. Pourquoi? Parce et on le sent à cette COP27, il y a une pression terrible, mais très importante et particulièrement justifiée de la part des pays les plus pauvres, notamment les pays africains, pour justement qu'un engagement fort et important soit fait en leur faveur et en faveur de leur adaptation. Cette pression politique, elle était moindre il y a quelques années. On la voit vraiment à la COP27. Donc du coup, je ne pense pas que quand le président Macron s'assoit, on vient lui dire tu as été trop loin, etc. Parce que on sait très bien que de toute façon, on va être obligé diplomatiquement de mettre de l'argent sur la table. Et Alors, tous les pays sont dans c'est justement, Mathieu Bousticha, la deuxième partie ou le deuxième enjeu, parce que le temps passe vite, sur lequel je voulais vous interviewer, pardon. Quels sont les enjeux pour les pays d'Afrique, sachant bien évidemment que là encore, les pays d'Afrique ne sont pas tous au même niveau dans cette logique de transition environnementale, écologique, appelons-la comme on veut, ou d'adaptation aux réalités. Il y a des pays d'Afrique qui sont plus en avant, comme le Bénin par exemple, et d'autres pays qui vont être beaucoup plus en retard. Je me garderai bien de citer, pour ne gêner personne, tel ou tel pays. tout à fait. Mais vous avez raison. D'abord, l'Afrique, c'est une constellation de pays très différents les uns des autres. Et la vulnérabilité au changement climatique, ce que l'on mesure à la FERDI, j'invite vos auditeurs à aller se rendre sur le site de la FERDI pour voir les travaux sur ce sujet, montre bien cette grande diversité au sein des pays africains. Bon, mais globalement, en Afrique, si on ne fait pas grand-chose, les prévisions de la Banque mondiale sont assez alarmistes en termes de pauvreté, en termes de sécheresse, en termes d'alimentation, en termes de migration aussi. Et donc, le premier enjeu, c'est un enjeu de développement, voire de survie dans quelques régions de l'Afrique. Et donc, si vous voulez, derrière ça, il y a un besoin, de s'adapter, il y a un besoin de le faire financer, et il y a un besoin qui a été trop longtemps négligé, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, vous avez des tas d'initiatives qui sont louables, qui s'additionnent et qui font des vraies solutions. Mais je crois que il y a vraiment un besoin de cibler l'argent public international qui va être mis sur la table vers les pays les plus vulnérables. Vous l'avez dit, il y a une grande diversité. Il ne suffit pas les plus vulnérables n'étant pas forcément les plus pauvres, nous sommes bien d'accord, parce que la vulnérabilité n'est pas forcément liée à l'économie ou à la finance, elle est liée aussi aux réalités topographiques, géographiques, climatologiques. Exactement, exactement. Et il va y avoir besoin d'outils. Il y a besoin d'argent, on en a parlé. Il y a besoin d'outils pour pouvoir distribuer cet argent qui n'est pas encore sur la table ou qui n'est pas encore suffisamment. Mais l'enjeu pour l'Afrique, il se situe bien là. Il se situe sur le fait qu'il y a un besoin urgent. Il y a quelques années, les problèmes de climat, ça paraissait des problèmes de moyen ou long terme. On disait, voilà, on va dans le mur, mais faisons en sorte de dévier la route. Aujourd'hui, c'est un problème de court terme. Parce qu'on parle de l'Afrique, et aussi, évidemment, les petites îles en développement, dont certaines, peu sont en Afrique, mais enfin, beaucoup sont en Asie. Et là, on entend énormément ces gens-là aussi. Et ils ont d'autres problématiques. Eux, c'est à très court terme, le changement climatique. En Afrique, vous avez évidemment une grande dépendance à l'agriculture. Les conséquences sont déjà catastrophiques dans certaines régions. Ça perturbe au Sahel, par exemple, je travaille beaucoup sur le Sahel, le changement climatique perturbe tous les chemins de pastoralisme. Les fourrages sont moindres, vous avez des conflits. Parce que évidemment, quand on se bat pour la nourriture, pour les terres, quand on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin des fourrages pour ces bêtes, des terres exploitables, de l'eau, etc. On crée des conflits parce qu'il y a une population qui augmente, des terres exploitables qui diminuent, vous avez forcément des conflits qui vont exploser. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est sur le développement, sur la conflictualité, sur
sur la survie quasiment de certaines régions. Et donc, il y a une urgence, très clairement, il y a une urgence. Et les pays africains et les représentants avec qui j'ai pu discuter, je vous parlais de cette porosité entre les négociateurs diplomatiques et les diplomates et la partie publique de la COP, ces représentants le disent très clairement. Il y a une urgence et c'est un discours qui est beaucoup plus alarmiste et alarmant qu'il y a 2 ou 3 COP. Merci beaucoup Mathieu Boussicha d'avoir été notre invité sur ODD TV pour Eco Hebdo en direct de Sharm el-Sheikh depuis l'Égypte et surtout depuis ce rendez-vous planétaire qui est la COP27. On vous retrouvera sur cette émission. Vous êtes docteur en économie pour la FERDI. Merci beaucoup et bonne journée forcément sous le soleil. Je vous remercie beaucoup et bonne journée à vos auditeurs et à vous-même.